Bienvenue dans la 7e saison de My Polyglot Life en français. Nous nous retrouvons pour le premier épisode et je te rappelle que tu peux trouver la transcription sur mon site français.mypolyglotlife.com. On commence cette année avec un sujet qui est sur toutes les lèvres ces temps-ci et qui n'est pas trop déprimant, c'est l'intelligence artificielle ou IA, comme je vais l'appeler dans cet épisode. Donc si tu entends l'IA, c'est l'intelligence artificielle. J'en ai déjà parlé dans ce podcast. La première fois, c'était, je crois, en 2023, dans une interview avec ChatGPT. Je te mets le lien dans la description. Et puis un autre épisode, les applications nous rendent-elles paresseux, qui n'était pas seulement sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur tout type d'applications qui nous facilitent la vie. Mais c'est une des grandes peurs, une des critiques que la presse soulève sur l'intelligence artificielle en particulier, depuis une étude du MIT qui a relevé une plus faible stimulation cognitive dans une étude comparant des groupes d'individus à qui on demandait d'écrire des textes de façon autonome ou avec l'aide de l'Internet classique, une recherche Google, ou avec une IA. Suite à cette étude, beaucoup de médias ont titré des choses comme « l'IA nous rend plus bêtes » ou des titres assez racoleurs, comme ça, pour nous inquiéter, mais aussi nous faire prendre conscience d'un danger potentiel. Alors, c'était exagéré, il faut savoir nuancer ces propos, mais c'est sûr qu'il y a des questions qui sont soulevées par l'intelligence artificielle. D'une certaine manière, j'ai déjà mentionné quelques points dans l'épisode pratique ou éthique, parce que on en revient toujours là. C'est le nerf de la guerre et la faiblesse humaine, on pourrait dire. Il y a certaines choses qu'on trouve pratiques, comme la voiture, l'avion, la nourriture industrielle, l'intelligence artificielle, entre autres, qui ne sont pas forcément bonnes pour nous ou pour l'environnement, mais l'avantage immédiat dépasse les inconvénients, donc on les utilise, et c'est très difficile de s'en passer. Mais il y a peut-être une dimension que je n'avais pas mise en avant et qui est pourtant cruciale, c'est la tension entre les actions individuelles et les conséquences à l'échelle d'un groupe, de l'humanité même, on pourrait étendre le groupe à tous les humains. Et ça arrive parce que tout le monde peut trouver une raison qu'il ou elle estime légitime d'utiliser les intelligences artificielles. Mais quels sont les effets macro, les effets plus globaux de ces actions individuelles ? En effet, avant de te parler des manières d'utiliser l'intelligence artificielle comme partenaire d'apprentissage dans un prochain épisode, je voulais replacer cet outil dans son contexte pour rappeler que l'usage n'est pas anodin. Il ne vient pas sans conséquence. Pas pour te faire culpabiliser si tu l'utilises, je le fais aussi, mais pour se poser des questions importantes, et on verra que la vraie question n'est pas de savoir si on doit réguler l'IA, mais plutôt comment pourrait-on le faire, et même si c'est possible. Et si ce n'est pas possible, que faire ? Je vais donc parler des problèmes liés au développement de l'IA tel qu'il se passe aujourd'hui, puis de la question de la régulation individuelle et collective. Bonjour, si on ne se connaît pas, je suis Cathy Intro, coach de français certifié Neuro Language Coaching et j'aide les apprenants de niveau intermédiaire et avancé à perfectionner leur français dans la joie, la bonne humeur et avec efficacité. Que tu apprennes pour le plaisir, pour un examen, pour le travail, les études ou une combinaison de ces différentes raisons, j'espère que ce podcast t'aidera à améliorer ta compréhension, à t'exprimer et à te familiariser avec le contexte culturel en France et au Québec. Ce podcast est principalement enregistré à Montréal où je vis et travaille. Cette ville fait partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka Mohawk et Montréal-Tiohtià:ke a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations de la région. Si tu veux développer ton vocabulaire, je t'invite à rejoindre l'espace Patreon pour télécharger la fiche associée à chaque épisode. Bonne écoute!
Une première question qui se pose quand on pense à l'IA, c'est: est-on face à une croissance soutenable? Peut-on continuer à croître et à développer cet outil au rythme auquel nous le faisons actuellement? Alors tout d'abord, on va parler du coût social ou du coût pour l'humanité, on va dire. Concernant l'IA, quand on est devant notre ordinateur ou avec notre smartphone ou notre tablette dans les mains, on ne voit pas et on peut facilement oublier ce qui a été nécessaire pour produire la réponse à notre instruction ou notre question, notre prompt. En français aussi, on utilise souvent le mot prompt, mais si on veut le traduire pour éviter l'anglicisme, on pourrait dire instruction ou question. Parmi ces choses qu'on oublie, c'est la production d'électricité, la construction de centres de données et donc l'artificialisation des sols, mais aussi la quantité d'eau utilisée pour éviter la surchauffe du matériel. À tel point que l'approvisionnement en eau de communautés entières pourrait être perturbé à une époque comme la nôtre où, en plus, les sécheresses sont plus fréquentes. S'il n'y a qu'un centre de données dans une zone, l'impact est minime, il est faible. Mais c'est quand des zones immenses de centres de données commencent à apparaître que la tension sur le réseau électrique et hydraulique apparaît. C'est difficile de trouver des données fiables car on trouve d'un côté l'industrie qui se veut rassurante en avançant par exemple que l'eau circule en circuit fermé et qu'ils n'en utilisent pas autant que leurs détracteurs le disent, et de l'autre, on trouve les opposants qui publient parfois sans nuance des chiffres affolants pour susciter l'émotion. L'artificialisation des sols, c'est un problème à plusieurs égards, donc plusieurs aspects. Tout d'abord, on supprime peut-être des zones agricoles, mais surtout, on modifie l'équilibre de l'écosystème, ce qui affecte non seulement les animaux, mais aussi la capacité de la terre à absorber les pluies intenses, ce qui peut ensuite causer des inondations et des dégâts importants et même des décès. Ce qui est nouveau, c'est que ça commence à nous toucher de plus près, nous dans les pays occidentaux. C'est facile de se voiler la face quand des paysans du sud global développent des maladies liées à l'utilisation de pesticides, mais maintenant, on trouve même des villes aux États-Unis contraintes de limiter leur consommation d'eau car le centre de données et le groupement de centres de données de la zone est trop gourmand. Et comme il rapporte de l'argent à la commune, il est privilégié. On doit faire des arbitrages entre alimenter le centre de données qui rapporte de l'argent ou les citoyens qui rapportent des votes. Donc les municipalités sont confrontées à un certain dilemme ici. Un reportage de Radio-Canada, que je mets aussi dans la description, nous emmène en Virginie, aux États-Unis, pour nous montrer la réalité sur le terrain. Jusqu'où va-t-on aller dans le développement de ces infrastructures? Mais en parlant d'infrastructures, ne serait-on pas face à une bulle IA qui pourrait un jour exploser? Un certain nombre d'experts financiers prédisent d'ailleurs l'éclatement de la bulle de l'IA. Pourquoi? Parce que les demandes en infrastructures sont gigantesques. Des milliards ont été levés pour des projets ambitieux qui dépassent les capacités de réalisation. De même pour produire tous les composants nécessaires au développement de la technologie, on est encore face à certaines limites. La réalité va-t-elle donc rattraper ces rêves ambitieux? Dans un univers virtuel et infini, le modèle fonctionnerait. Or, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes limités par l'espace et les ressources physiques. Donc, on a peut-être une barrière qui se dresse face à nous, mais certains opposent un espoir venu de Chine, par exemple, où les modèles sont soi-disant beaucoup moins gourmands que les modèles occidentaux. Une technologie qui règle les problèmes au fur et à mesure qu'ils apparaissent. C'est ça le progrès. Certes, c'est une possibilité, mais premièrement, peut-on faire confiance aux données publiées par les gouvernements chinois? Deuxièmement,
Les pays occidentaux sont-ils prêts à adopter sans réserve des technologies chinoises et de ce fait à créer une dépendance qui ne vient pas sans risque? Tu connais probablement le proverbe « Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». Je suis sûre qu'il existe une maxime de bon sens équivalente dans ta langue maternelle. Bon, un rééquilibrage ne ferait pas de mal, c'est sûr, parce qu'on voit bien que la stratégie de mettre tous nos œufs métaphoriques dans le panier des États-Unis a atteint ses limites. Et soit dit en passant, je tiens à dire que j'ai écrit cet épisode avant le discours de Mark Carney, notre Premier ministre canadien à Davos, lors duquel il a exposé franchement la situation dans laquelle nous sommes, l'hypocrisie aussi du système actuel, sans le remettre en cause, mais en tout cas au moins il a reconnu la belle histoire que nous nous racontons. Et il a aussi exposé les défis auxquels les puissances moyennes, middle powers, font face. Alors, est-ce que la réalité va le rattraper lui aussi, ou va-t-on réussir à passer les prochaines années sans conflit militaire d'envergure et sans effondrement global? L'avenir nous le dira, mais je pense que les questions que je pose à la fin de cet épisode concernant notre comportement individuel, faisant appel à la théorie des jeux, sont les mêmes que se posent actuellement les États en tant qu'acteurs individuels d'un système global. En parlant d'acteurs individuels, regardons aussi le coût individuel que peut entraîner l'IA, l'intelligence artificielle et son développement actuel. Donc, au-delà des aspects qui concernent les villes et les communautés, l'IA peut aussi avoir un coût individuel dont nous n'avons pas forcément pris conscience. Par exemple, la trend, ou le trend, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, c'est un anglicisme, on peut dire ce qu'on veut. 2016, la dernière en date, a posté des photos de soi en 2016. Qui semblent légères, elle peut aussi présenter des risques. Par exemple, poster des photos de soi ou de nos proches à diverses époques produit des données pour permettre aux IA d'accumuler des informations pour prédire l'évolution des visages humains. Un usage qui peut être détourné ensuite par des criminels pour produire des images dégradantes. La polémique avec le réseau Grok qui permet d'afficher des photos artificielles de personnes presque nues et d'autres délits que je ne peux même pas imaginer. Qui plus est, cette tendance de poster des photos du passé, ça peut aussi donner la réponse à des questions de sécurité, telles que la marque de notre première voiture, le nom de notre école ou d'un professeur, que sais-je. Donc des informations importantes, couplées à d'autres informations qu'on diffuse en ligne, peut donner à des personnes mal intentionnées tout un tas d'informations utiles pour usurper l'identité ou utiliser nos données pour commettre des infractions. Le plus important à garder en tête, comme certains et certaines ont pointé à juste titre, c'est que le problème n'est pas la technologie en tant que telle. C'est plutôt son détournement qui est fait par l'utilisateur final. Donc c'est quelqu'un qui l'utilise à des fins répréhensibles ou mal intentionnées. Donc la technologie n'est qu'un outil, elle n'est pas mauvaise en elle-même, mais on est en retard pour pouvoir gérer toutes les conséquences issues du développement de ces technologies. Donc ça va beaucoup trop vite pour nous. Avant de suivre une tendance comme celle du Starter Pack de l'année 2025 ou 2024, je ne sais plus quand c'est apparu, posez-vous la question de l'utilité en rapport au coût réel et de la sécurité. Que suis-je en train de dévoiler à tout le monde en laissant une trace à long terme sur laquelle je n'aurai plus aucun contrôle et qui en plus utilise des ressources qui sont limitées. Ce qui nous amène à la question de l'individuel et du collectif. On a présenté les deux aspects et donc la conclusion qui semble logique du fait que tout ça se développe à un rythme un peu trop rapide pour nous, qu'il y a des dérives, des abus potentiels, ça suppose qu'une régulation est nécessaire
Pour moi, la question doit-on réguler l'IA? La réponse est oui, on doit le faire. Mais qui doit le faire? Est-ce possible? Ça, c'est plus compliqué. Cette question, ça soulève aussi la question de notre rapport à la frustration et au confort. Surtout notre rapport à la frustration. Avant, il y avait peut-être une sorte de fatalité ou de fatalisme. Ce qui est, est. Ou en français, c'est comme ça. On ne peut pas changer certaines choses. Donc, il y avait peut-être cette idée, ce fatalisme de si j'arrive pas à faire quelque chose après avoir essayé, je dois me résigner et accepter que c'était impossible. Accepter un non. Accepter que ma place dans la société est celle qui m'a été assignée à la naissance, par exemple. Et puis, advienne que pourra. On pourrait ajouter selon la volonté de Dieu, car la spiritualité religieuse était beaucoup plus présente avant. On a moins aussi peut-être ce fatalisme qui était expliqué par Dieu et ses volontés. Mais à l'intérieur de la cellule familiale, les règles se sont relâchées. Ce qui a amené à un effet peut-être d'enfant roi dans certains cas. Donc autant à l'intérieur de la cellule familiale qu'à l'extérieur, où on a trouvé souvent une solution technologique à tous les problèmes. Je pense à l'expression « mais il y a une appli pour ça ». Ne serions-nous pas devenus des êtres qui trouvent la frustration insupportable? On n'accepte pas qu'on nous dise non, qu'on doive attendre, on veut tout de suite et on veut une solution à tout. Si on repense à l'apprentissage des langues et à la promesse mensongère de quasi-immédiateté de nombreux programmes, dans l'apprentissage, 3 mois, on peut considérer que c'est immédiat et donc irréaliste, on n'accepte plus de devoir passer des années à galérer avant d'atteindre un niveau avancé, alors que tout autour de nous va à un rythme plus rapide. Certes, nous avons plus d'outils à notre disposition, mais les situations auxquelles nous sommes confrontés sont aussi beaucoup plus nombreuses et multiples. Si tu penses à l'apprentissage des langues il y a un siècle c'est 100 ans, ou même 50 ans, pourquoi avait-on besoin de parler une langue étrangère? Pour immigrer et travailler dans un nouveau pays, souvent dans un emploi peu qualifié dû à ton statut d'immigré. Tu avais alors besoin de savoir faire ton boulot et les actes du quotidien dans la langue cible, sans être parfait, et c'est tout, pas d'attente supplémentaire. De la frustration sans doute, mais c'est l'ordre des choses, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Il faut accepter et attendre que les générations suivantes aient une meilleure situation. Pour les plus riches, pour quelles raisons apprenait-on une langue étrangère? Ça pouvait être pour les affaires, pour voyager. On avait des usages un peu différents, mais là aussi un nombre limité de situations. Et les gens riches et éduqués parlaient entre eux avec un registre de langue plus scolaire et académique, conforme à la langue apprise en cours de langue avec le tuteur privé engagé par la famille. Regarder des films et des séries dans une langue étrangère, mais qui faisait ça? Le cinéma parlant est très récent, la diffusion de films dans le monde entier encore plus. Avec tous ces nouveaux développements, sont apparus de nouveaux besoins. Et donc, devant l'impossibilité de tenir le rythme naturellement, avec notre cerveau fantastique mais limité, des outils technologiques sont apparus pour nous aider. C'est bien normal et utile dans de nombreuses situations. Donc, quand on te dit « il ne faut pas utiliser l'IA, il faut l'utiliser moins, etc. », c'est quand même un sacré handicap dans un monde où on en a de plus en plus besoin. Alors mes réflexions sur le passé, présent, etc. sont peut-être influencées aussi par mes lectures en cours. Un livre en italien sur les immigrants italiens à New York et un audiolivre en français sur une famille française de la petite bourgeoisie paysanne. La maison vide de Laurent Mauvigné qui a reçu le prix Goncourt, si tu veux savoir. C'est très littéraire, presque classique, avec un vocabulaire riche et descriptif, long. Je ne recommande pas si tu n'as pas l'habitude de lire ce type de livre en français. Bref, ces 2 biographies familiales romancées, qui par hasard couvrent plus ou moins les mêmes périodes,
fin du 19e siècle, début du 20e, avec des flash-forward sur les générations suivantes jusqu'à l'autrice et l'auteur, n'idéalise pas du tout le passé. On n'a pas du tout envie de dire « c'était mieux avant ». Je n'aurais pas envie de retourner à ces époques, d'autant plus en étant une femme. Ça fait aussi prendre conscience d'un paradoxe. Oui, la société a indéniablement progressé à bien des égards, sur beaucoup d'aspects, et pourtant nous avons aussi créé de nouveaux besoins et les inégalités se creusent, bien que dans les apparences, ce soit peut-être moins visible qu'avant. Certes, les classes populaires possèdent plus de choses que les classes populaires d'antan, d'autrefois. Mais de la valeur des richesses créées globalement, seulement une petite partie les a atteints. Les plus riches sont devenus beaucoup plus riches. Ils possèdent proportionnellement moins de choses, mais elles valent plus. Les inégalités ont changé de nature. Quel rapport avec l'IA, me diras-tu ? Eh bien, pour moi, c'est la montée de l'individualisme et notre passivité. Il y a deux concepts dans les évolutions de la société dans les dernières décennies qui ont été renforcés. C'est justement l'individualisme et notre passivité. Du pain et des jeux. Ça ne date pas d'hier, un poète romain dénonçait déjà cette stratégie pour acheter la paix sociale, ou du moins l'indifférence de la plus grande partie de la population. Avec l'IA, d'un côté, il y a sans nul doute un aspect divertissant et léger. Je sais pas, tu es peut-être chercheur ou chercheuse en biologie moléculaire et tu utilises l'IA pour avancer la recherche contre des maladies, mais pour les gens comme moi, on s'amuse avec les possibilités offertes par l'IA, d'autant plus que les effets délétères sont invisibles. On crée des exercices pour pratiquer les langues. Alors certes, c'est utile pour nous, peut-être, j'y reviendrai dans un autre épisode sur l'IA et l'apprentissage, mais si on considère l'ensemble de l'humanité, ça semble bien dérisoire. Ces exercices qu'on crée, est-ce que vraiment c'est utile au point d'y consacrer ses ressources, ou pourrait-on trouver la même chose dans des ressources qui sont déjà existantes ? Pas forcément, il n'y a pas une réponse claire oui ou non, mais c'est en tout cas une question qu'il faut se poser. C'est pour cette raison que je ressens un inconfort au fait d'avoir participé à un sommet en ligne sur l'IA et l'apprentissage. Je justifie au rationalisme ma participation par le fait que toutes les présentations auxquelles j'ai assisté ont rappelé les coûts liés à l'IA. J'ai aussi parlé du potentiel coût cognitif, des occasions d'apprentissage manquées, de l'illusion d'apprendre alors que tout est stocké dans l'ordinateur et non dans notre tête. Et pour les personnes qui ne peuvent pas assumer le coût de prendre des cours aussi fréquemment qu'elles aimeraient, qui ne trouvent pas les ressources qui les aideraient, l'IA est plus qu'un divertissement. C'est un outil essentiel. Donc oui, il faut apprendre à l'utiliser. Mais agiter ce bel instrument sous notre nez en disant « Regardez tout ce qu'il peut faire », puis nous dire « Ouais, mais c'est pas raisonnable de l'utiliser ». C'est comme de devoir vivre en permanence avec une fontaine de chocolat ou un paquet de chips ou ton aliment préféré devant toi sans pouvoir en manger. La différence peut-être, c'est que le corps est bien fait. Au bout d'un moment, il se rebelle face aux excès et développe des mécanismes de défense, allergies, écœurements, nausées. Mais le cerveau est plus faible et quand la dose de plaisir associée à une activité diminue, au lieu de s'arrêter, il va en consommer toujours plus pour arriver au même effet et c'est ça qui mène aux addictions. Et donc, d'après moi, nous avons besoin de protection contre nous-mêmes et c'est pour ça qu'il y a un besoin de régulation. Tiens, pour revenir à la littérature, ce serait peut-être le moment de relire La peau de chagrin de Balzac, The Magic Skin, dont il existe une version simplifiée accessible aux apprenants de français. C'est l'histoire de Raphaël qui entre en possession d'une peau magique qui exauce tous ses désirs, mais à chaque souhait réalisé, la peau diminue, ainsi que la durée de vie et la santé du jeune homme. Dans notre cas, il faudrait prendre Raphaël non pas comme un individu, mais comme l'humanité, le symbole ou le représentant de l'humanité, et sa vie serait les ressources de la planète. Nos actions, nos désirs, nos actions sont une goutte d'eau, mais la somme des actions individuelles forme un océan.
Si nos désirs collectifs sont déraisonnables, nous affectons la planète et même maintenant l'espace avec tous les satellites et tout ce qui se passe là-haut. Le problème, c'est que nous ne réalisons pas forcément ce qui se passe à l'échelle collective. Ça nous dépasse. C'est abstrait. On participe à un système pour améliorer notre situation personnelle, celle de notre famille. C'est bien normal, on veut le meilleur pour nos proches. Mais en faisant cela, nous privilégions l'individualité, le fractionnement, au lieu de bénéficier de la force du nombre pour obtenir mieux. Et donc, comme je mentionnais tout à l'heure, la théorie des jeux, ça fait penser à certains concepts concernant l'action collective. Le résultat qui serait le meilleur pour le collectif est rarement atteint, car la somme des décisions des acteurs influencés par divers facteurs nous éloigne de ce résultat optimal. Chaque individu fait des choix qui sont rationnels pour lui, mais qui, au final, produisent un résultat irrationnel, non optimal pour le groupe. J'ai un peu l'impression que nous en sommes là avec l'IA. Ça a du sens pour tout le monde de l'utiliser, mais où est-ce que ça nous emmène ? Alors, qui pourrait réguler ? Je ne suis pas de ces personnes qui pensent que les marchés ou quoi que ce soit peuvent s'auto-réguler. En fait, si. Les marchés s'auto-régulent, on a bien une main invisible, comme disait Adam Smith, mais on voit bien qu'elle crée des problèmes aussi bien qu'elle en règle. On ne peut pas lui faire confiance. Alors à qui confier cette mission d'essayer de nous faire prendre conscience des enjeux et de nous aider à réguler nos usages ? Le problème, quand on entend réguler, c'est peut-être qu'on pense tout de suite à règles, législation, contrôle, sanctions. Mais on pourrait aussi penser à réguler comme rendre régulier, stabiliser. Comme on peut apprendre à réguler nos émotions, à les stabiliser, à ramener notre état émotionnel à une ligne de base fonctionnelle. On a probablement aussi besoin de législation concernant l'IA, mais honnêtement, qui pourrait s'en charger dans un monde où les gouvernements n'inspirent pas confiance à leurs citoyens, où les intérêts sont antagonistes, où les organisations internationales montrent leurs limites ? Il faut être réaliste. Même si on peut instaurer des tentatives de contrôle, comme l'Union européenne essaie parfois de le faire, est-ce que ce sera vraiment efficace ? C'est pour ça que je repose la question de notre usage individuel et de qu'est-ce qu'on fait nous à notre niveau. Alors bien sûr, à chaque nouvelle technologie, on nous annonce la fin de l'humanité et son déclin promis vers la stupidité, un retour à l'âge des cavernes ou pire, une extinction de la race humaine. Des oiseaux de mauvais augure nous le promettent à chaque siècle et à chaque invention, et pourtant nous sommes toujours là, résolvant des problèmes toujours plus complexes. Alors il ne faut pas tout peindre en noir ni débrancher complètement les systèmes, mais on peut déjà s'éduquer autour de nous et s'efforcer de prendre soin de notre cerveau et de notre esprit critique. Puisque l'IA ne va pas disparaître et qu'elle peut rendre service, autant apprendre à s'en servir d'une façon raisonnée. C'est pourquoi dans le prochain épisode, je te parlerai des manières de l'utiliser comme compagnon d'apprentissage, notamment pour préparer un examen, et de ses limites pour savoir ce qu'on fait avec et ce qu'on est mieux de faire soi-même ou avec un humain, parce que la meilleure stratégie, c'est quand même de combiner notre esprit humain avec les outils de la technologie. Un épisode assez dense en concept, en réflexion, j'espère que je ne t'ai pas fait trop peur. N'hésite pas à laisser des commentaires, j'espère que ça va t'aider en tout cas pour aborder des sujets d'une manière un peu plus abstraite et approfondie dans tes examens ou tes conversations en français. N'hésite pas à laisser des commentaires, je te dis à très bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimes ce podcast, tu sais que tu peux m'aider beaucoup en mettant des reviews, des étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, en le partageant avec tous les gens que tu connais autour de toi qui peuvent comprendre le français. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast pour recevoir les notifications, mais aussi à ma newsletter pour recevoir encore plus de conseils, de retours d'expérience, des cadeaux, des réductions et des informations sur mes programmes et services, et aussi tout simplement pour garder le contact. Ciao ciao!